Le samedi et le dimanche, c'est pareil, on essaie de faire quelques trucs, mais ça passe très vite. Si on n'a plus rien préparé, on a tout un tas de trucs à faire. On a rattrapé le retard sur les cours, par exemple. Moi, ça fait 3 ans que je suis rentré à l'usine. C'est les mêmes conditions de travail que lui, fait qu'on travaille dans un atelier de pliage tous les deux. Puis maintenant, à l'heure actuelle, je suis des cours à Raspail, dans un lycée, et les cours se terminent à 10h30 le soir. Environ, disons que je me couche tous les soirs vers 1h, 1h30 le matin, et je me lève vers 5h30. Pour être là à 6h30, 7h. J'ai déjà passé des examens, et puis depuis que j'ai ces examens, je fais toujours le même travail, je suis allé tôt dans un atelier, pour Bonny, enfin, tout ça. Le 20 mai 1968, lorsque l'équipe du matin pénètre dans l'usine Citroën de Nanterre, les ouvriers qui la composent décident de ne pas reprendre le travail. Ils occupent les ateliers, les postes de garde et une partie des bureaux. Les contremaîtres, les agents de maîtrise, ceux qu'on appelle les flics de l'usine sont chassés. Beaucoup d'entre eux escaladent les murs d'enceinte par crainte de représailles. Ici, aucune grève n'a eu lieu depuis 20 ans. Mais depuis que Citroën existe, cette usine, au cœur de Nanterre, est à l'image de toutes les autres usines Citroën de France. Bastion du capitalisme et du patronat, ici sont appliquées d'une manière efficace les lois du profit. Ici, le patron est le seul maître après Dieu. Dans cette maison close de la répression, célèbre pour son mépris affiché des lois du travail, une seule devise pour tous les travailleurs. Quand tu rentres à Citroën, vide ta tête et ferme ta gueule. À partir du moment où vous supprimez cette crainte de mutation, cette crainte de renvoi, vous changez l'atmosphère d'un atelier, je crois. Alors là, les gars n'ont plus rien à craindre, ils viendront discuter. Ce qui serait important aussi, je crois, c'est de se connaître, de pouvoir se réunir, justement en faisant beaucoup moins d'heures, étant 8 heures le soir, au lieu de quitter carrément l'usine, de courir chez soi, de pouvoir se réunir dans un local. Berco, président directeur général de Citroën, affirme: le profit est la seule règle de toute action, la seule qui n'admette aucune compromission. Cette règle, dans son exercice implacable, ne reconnaît aucun besoin humain aux ouvriers. Ils ne sont que des machines dont on doit sans cesse rechercher l'abaissement du prix de revient en comprimant les salaires et l'augmentation du régime en accélérant les cadences. Des machines humaines auxquelles la règle du profit ne peut accorder que le minimum qui leur permettra de survivre. Donc le patron, ce sera un conseiller, il faut qu'il devienne un conseiller, et non pas un patron qui se met dans sa poche ce que nous allons gagner. C'est ça qu'il faut arriver. Mais pour moi, il n'y a pas de patron, il y a des gars qui ont une qualification au-dessus, ils doivent toucher un salaire peut-être au-dessus de nous, mais le principal, on veut y arriver à quoi? C'est que tout le monde vive normalement, c'est tout. Citroën Nanterre, 4000 ouvriers, 65% d'immigrés, portugais, espagnols, algériens, yougoslaves, mélangés de telle façon qu'ils soient contraints au silence par les différences de langage, espionnés en permanence par toute une hiérarchie de larbins, de barbouzes, de flics maison recrutés parmi la crème des anciens légionnaires et autres lutteurs de foire, déguisés pour la circonstance en agents de secteur, et passés maîtres dans l'art des brimades, des cadences infernales et de la chasse aux militants. Sorti de mon chef d'atelier, moi je connaissais personne. Un ingénieur maison, il y a un gars qui m'aurait dit tiens, un tel travaille à Nanterre comme ingénieur. Je connais pas. Pas de problème. Moi, mon chef d'équipe, le contremaître, chef d'atelier. Le chef d'équipe contremaître, c'est tout. C'est tout ce qu'on connaît. Ils sont contre nous, enfin en grande majorité quand même, ils nous font une oppression sur nous, mais eux de leur côté on fait une oppression sur eux. Ouais, c'est un escalier. On fait pression sur eux, ils font pression sur nous, et je suis certain que ceux qui font pression sur eux, par en haut, on leur tape encore dessus. Ouais, c'est une échelle sans fin, quoi. Mais voilà qu'au matin du 20 mai, toutes ces structures, en quelques heures, s'effondrent. Le bastion est pris, la zone est libérée, l'ordre ancien est balayé. Un ordre nouveau, des structures nouvelles de pouvoir sont établies par ceux qui occupent maintenant les lieux. Pour beaucoup d'entre eux, c'est leur première grève. Tous ceux qui depuis des années ont été opprimés, bafoués, contraints au silence, aujourd'hui conscients de leur force, sentent qu'ils peuvent conquérir leur liberté. Dans la tempête qu'ils ont soulevée, ils vont pendant 5 semaines s'exprimer au grand jour, tenter de s'unir pour combattre.
Il est difficile de leur en empêcher parce que les gars, c'est de bonne volonté. Il est difficile d'en empêcher. Je pense que c'est au-delà de... C'est pas... Non, non. Je crois qu'il faut être plus ferme. On est déjà organisé. Le premier jour, on peut dire, bon, il n'y avait pas de comité de grève, ça pourrait apparaître que personne dirigeait. Aujourd'hui, c'est le comité de grève. On prend les inscriptions et les camarades font ce qu'on leur demande. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, ils nous le disent et on discutera. Et on verra si on a tort, on rectifiera la position, mais c'est nous qui décidons et personne d'autre. Point de vue Larlem, il y a ce qu'il faut pour... Là, on est un peu juste, on attend encore, on n'est pas complet, il doit manquer des gars de la liste. Bah lui, il a été s'inscrire en plus. Ouais, mais je crois qu'il y a des gars là. Bon, bah, Il y a des vous gars. voyez, parce qu'il y a des gars en pagaille qui sont là, qui attendent qu'on leur donne quelque chose. Ouais, d'accord. Et on fera une ronde pendant ce temps-là, on organisera en prière. Ouais, vous vous reposez un peu. Chers camarades, vous le savez, d'heure en heure, le mouvement de grève s'étend à travers la France. Nous avons appris encore aujourd'hui que de nouvelles usines à Nanterre, Mia Frères, le siège social de SO à la Défense ont engagé aussi une grève. C'est ainsi que nous voyons que pour nos revendications, la lutte s'affirme. Nous demandons à l'ensemble des camarades, là, de venir nous rejoindre et d'être dans l'usine avec nous pour marquer leur accord avec la défense des revendications pour tous. Ce n'est pas maintenant réclamer au patron un peu d'argent. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est que le problème, il n'est pas là. Le problème n'est pas dans une usine. Et c'est dans Montebourg sur les libertés syndicales. Il en faut des libertés syndicales. Mais moi, je fous le dans l'œil. C'est que là, on a une exploitation de l'homme par l'homme. Pour supprimer ça, c'est les structures du pays qu'il faut changer. Ce n'est pas tu vas voir le patron là, il est dans la bourgeoisie. Il a été élevé pour la bourgeoisie. C'est fini, pour lui l'ouvrier il est là pour travailler pour lui, c'est même plus certain qu'il y en a qui ne sont même pas posé la question qu'ils exploitaient l'ouvrier. Pour eux ils ont trouvé ça tout à fait normal, donc quand tu travailles pas ils t'engueulent. Donc c'est pas lui qu'il faut aller voir d'abord, il faut couper la corde au début pour que lui se casse la gueule. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est là c'est ce qu'on fait pas, bien sûr. Vous allez dire que nous répétons tous les jours la même chose, et pourtant c'est vrai, tous les jours, le mouvement de grève s'élargit, prend de l'ampleur, dans l'ensemble des industries, dans l'ensemble des fonctions publiques. Aujourd'hui, c'est le tour des grands magasins. Nous appelons la Banque de France, le centre nucléaire qui rentre dans la lutte, rentre dans la grève. Ce matin, c'est des taxis qui viennent rentrer aussi dans la grève. Ainsi, la grève s'étend. Comment nous prenons les uns et les autres la force de notre union qui obtiendra la satisfaction de nos revendications. On est en train de chercher, de tourner autour du pot pour arriver, ma foi, à un gouvernement populaire qui n'aurait même plus besoin de discuter sur les libertés syndicales, parce qu'il faudrait les revendications, mais si on a un gouvernement vraiment populaire, c'est même plus la peine de protester. Devant l'ampleur considérable du mouvement, la discussion s'est engagée. Et au moment où nous sommes, il ne m'est pas possible encore. Quel contact vous voyez avec le député? Je ne connais pas le député. Le type vient, parachute un discours. Déjà, l'ouvrier, il n'osera rien dire, c'est un député. Il y a cette notion de classe. Comme un docteur, on n'ose pas contredire un docteur. Un député, il est calé, on n'ose pas le contredire. Ou il parachute son discours, c'est très bien, c'est tout, puis il s'en va. Et ce qui constitue déjà un succès important, c'est que la discussion ait pu s'engager. On est toujours là en train de dire que c'est à l'échelon suprême qui se doit faire. On doit quand même proposer quelque chose. Oui, nous voulons ça. Oui. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Comme jusqu'à présent, je ne sais pas, mais on a discuté d'un tas de problèmes intérieurs. Et nos revendications, on les a pas mises ici. Pourquoi? Ça nous informe, nous aussi. S'il y a des discussions qui sont prises par les syndicats, on voudrait le savoir. Et c'est pour ça que les gars râlent énormément à cause de ça. Oui. Même les revendications, elles doivent être posées ici. S'il y en a qui ont quelque chose à apporter, ils doivent le dire. Tout le monde a le droit de le dire, et après on va le dire au salle, et on dit on est d'accord, ou bien on veut plus que ça. Est-ce que les revendications précises ont été posées à la direction par le comité central de grève? Et lesquelles? Il faudrait les afficher. Nous savons que les choses ne sont pas parfaites. Nous avons eu au début de notre réunion des gars qui se sont plaints de ne pas avoir été informés. Bon, il y a là, comme ça, quelques petits problèmes. Mais, sur l'étendue de notre mouvement, sur l'étendue de l'organisation de la lutte que nous sommes en train de mener,
vous avouerez avec moi que c'est là des questions mineures. Peut-être un petit peu d'ailleurs dans ce domaine. Les délégués sont là. Disons qu'à Nanterre, les travailleurs, ils avaient une opposition hier plus farouche que nous-mêmes à un certain nombre, laissez finir, camarade, à un certain nombre de points, et les décisions et positions du comité central de grève a remis les choses en place, et à mon sens, c'est bien ainsi. Écoutez, l'immense majorité d'entre nous ici, responsables de la grève ici, vous n'êtes pas spécifiquement informés exactement de ce que demandait la CGT depuis des années et des années. Bon, c'est vrai, on a l'impression d'avoir eu une faiblesse là-dessus ici. Mais ce n'est qu'une impression, camarades. Je pense, c'est très important, les problèmes d'organisation intérieure. Pour l'instant, on est en train de poser les structures, d'organiser tout ça. Ça s'installe. Hein. Maintenant, on va sensibiliser tous ces gens sur ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on va exiger. C'est un plan à prendre, qu'on peut le prendre ici, hein, et voir ailleurs, hein, dire à la direction CGT, à Javel, ouais, nous on voudrait que ça s'élargisse. Est-ce que vous l'avez soulevé? Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à l'échelon des directions centrales de grève et à l'échelon des directions patronales, il y a en permanence des négociations, et de toute façon, les revendications précises contenues dans le programme revendicatif général de la CGT ont été posées. Hein. Maintenant, c'est à nous de faire ressortir un petit peu tout ça et de proposer les revendications particulières à Nanterre. En ce moment, le travailleur sans bourgeoise, on lui dit, voyez, il faut faire des emprunts, achetez votre petit appartement, vous serez tranquille. On le pousse à ça. On le pousse à son bourgeoisie, il s'achète, il se fout 20 ans de dette sur le dos, hein, et après il ne dit plus rien. On pousse ce gars-là à dire à son voisin, vous voyez, moi j'ai un appartement, vous en avez pas, il faut en acheter un, puis il prend des dettes un peu cassées. Hein. Donc le problème dépasse largement ces revendications de vie. Non, alors... Oui, mais la CGT travaille là-dessus, de toute façon. Écoutez, voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête. Ce débat continuera du point de vue avec une autre forme, mais il continuera sur un certain nombre de fixer les prix, sur les cadences, sur les formes de travail, il continuera. Donc, je vous propose que nous arrêtons. On va aller déjeuner. Oui, mais... Gagner ma femme et mes enfants. Moi, je pourrais pas, monsieur Damien est au piquet de crème. Elle a Mélanie. Mais quand on prendra le travail, il faudra leur prendre un jour, c'est certain. Il faudra leur prendre en étant assuré que ce qu'on gagnera, ça sera suffisant pour s'acheter une voiture, pour s'acheter un appartement. Le problème, c'est pas de ne plus acheter les appartements. Le problème, c'est de pouvoir au contraire les acheter, sans que ça porte atteinte à la dignité, sans que ça porte atteinte à la dignité, à ta vie normale. Ce qu'on demande aux Français, tu vois, on le tient en dehors de la politique, tu vois, à l'écart de la politique. Tous les 7 ans, on lui propose une liste de gens, vous votez, là c'est ma politique, vous votez pas. Le gars, il a jamais fait de politique, en un mois, il faut qu'il épluche toutes les feuilles, et puis à la fin, il va dire oui ou non. Et il va surtout pas en faire. Tu vois, mais il faut l'annoncer en faire. Non, si la CGT... Il ne faut pas se leurrer que les étudiants veulent aller très loin. Et très loin, on les recrute justement pour ça, parce que les gens ne sont pas préparés à ça. Pour ce qu'ils veulent, il ne faut pas en cacher, ça a dépassé, au niveau étudiant, ça a dépassé les frontières. Ce qui va se créer, c'est une internationale. On le sait. Pourquoi l'ouvrier ne pourra pas discuter du point de vue de la gestion de l'usine? Vous voulez inviter à la création de l'État socialiste? Parce que les panneaux, ils ont déjà le droit de y aller. Ah non, il faut savoir si vous le voulez. Ouais, c'est l'ouvrier le veut. Dire qu'il ne faut pas rêver, ça c'est nous qui le faisons maintenant. Il faut savoir jusqu'où on veut aller. Si vous voulez retomber dans le problème qu'on était avant, qui va se reposer dans quelques années, mais si vous voulez définitivement régler le problème, c'est ça avec tout ce qui comporte. Là, il y a les responsabilités à prendre avec tout ce qui comporte. Parce que déjà, le mouvement occident se met à bouger. Tu es délégué. Je suppose qu'avec le gouvernement à l'heure actuelle, toutes les revendications qu'on a sont acceptées. Qu'est-ce que tu fais? Enfin, qu'est-ce que la CGT va décider? Une fois que les organisations sont acceptées, que les revendications sont acceptées, tu vois, on a les 100 000 balles, on a les 10%, on a les 40 heures, ainsi de suite. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? On arrête ou on recommence à bosser? Oh, mais non, mais alors à ce moment-là, on va voir nos 100 000 balles, hein, on va voir les revendications, tout le bordel. Demain, quand on aura ça, on reprend les manivelles, il y aura toujours le chef d'équipe, tu veux ouvrir ta bouche dans l'atelier, crac, tu vas couper par jamais. Non. Mais si, c'est ça qu'on va obtenir sur les revendications. On a tout obtenu.
on aura obtenu en réalité aussi le droit à la dignité dans les villes. Ça aussi, ça fait partie de ce qu'on demande. Tu dis on obtient tout. Alors d'accord, je te dis on obtient tout, y compris le droit de ne plus avoir un bot de cul derrière toi, hein, de ne plus avoir un gars qui sans arrêt, bon, c'est obligé, si le gouvernement sont acculés, il va y avoir une répression. On va savoir si on veut même y aller, hein. Il n'y a pas de problème, si on veut aller jusqu'au bout, il y aura des heures. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut savoir si vous voulez les effectuer. La machine universitaire à faire les cadres de la société capitaliste, répressive. Nous refusons de devenir des profs au service de la sélection dans l'enseignement. Nous refusons de devenir des sociologues fabricants de slogans pour les campagnes électorales, gouvernementales. Des psychologues chargés de faire fonctionner les équipes de travailleurs pour les intérêts des patrons. Des scientifiques dont le travail de recherche sera utilisé selon les intérêts de l'économie de profit. Nous refusons cet avenir de chien de garde. Nous refusons d'améliorer l'université bourgeoise. Nous voulons la transformer radicalement afin que désormais elle forme des intellectuels qui luttent aux côtés des travailleurs et non contre les travailleurs. Nous voulons que les intérêts de la classe ouvrière soient défendus à l'intérieur de l'université. Ceux qui veulent nous séparer des travailleurs vont à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière. Mais dès maintenant, mobilisons-nous tous contre la répression bourgeoise. En France, les luttes de Caen, Saint-Nazaire, Rodion, Rosas montrent la voie. Désormais, les étudiants utilisent les méthodes de lutte qui sont celles de la classe ouvrière et font trembler l'État policier. Où est l'État fort? Où sont ceux qui se permettaient d'administrer le pays au nom du peuple, d'augmenter les cadences au nom de l'intérêt national? La bourgeoisie se rend compte qu'elle est vulnérable face à l'union dans le combat des travailleurs et des étudiants. Camarades, contre la répression policière, contre l'université de classe, pour le pouvoir des travailleurs. Sur le pavé, c'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les bords de la faim, c'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, à la jeune garde. Vous connaissez, vous avez appris, compris par la radio, ces mouvements dans la rue, boulevard Saint-Germain, chez les étudiants, c'est pas les étudiants, c'est des jeunes voyous. Bon, de toute façon, personne n'a pu dire aujourd'hui que c'était des ouvriers. En aucun endroit en France, on peut dire qu'il y a eu du désordre créé par les ouvriers ou par les employés, etc., travaux publics. C'est là donc vraiment l'expression de la solidité de notre mouvement et de son sérieux. Notre mouvement s'exprime avec force et calme, résolu et avec vraiment une organisation solide. Chez Citroën, c'est vrai, nous donnons là une image noble de notre mouvement au patronat. Manifestations ont pour le but d'amener la population à réfléchir. Et quand les manifestations commencent à faire réfléchir les gens, et dans les groupes de gens, on s'amenait et on discutait. C'était ça aussi les manifestations. Et les gens disaient, bon, commencez à prendre conscience. Et on discutait avec eux. C'est ça une manifestation. À partir du moment où tu te restes cloisonné chez toi, où tu descends pas, c'est-à-dire que tu ne fais pas participer une partie de la population à tes revendications. L'analyse se fait sur le plan politique. Est-ce que telle manifestation m'a fait prendre conscience à un certain nombre de gens? Il faut reprendre le travail et mobiliser tout doucement la classe ouvrière. Après chaque manifestation, il faut expliquer, il faut faire des explications dans la masse ouvrière, explications politiques, et pourquoi qu'on a fait telle manifestation, et pourquoi qu'on a fait tel geste, et ainsi de suite. Un jour où ta manifestation sera interdite, vous êtes 3000 tu descends. Pendant un an, on prend un coup de matraque,
Pas forcément un coup de fusil. Hein. Tu vas voir à quel moment où tu t'arrêteras. Tu passeras peut-être 15 jours au poste ou la nuit. Et c'est déjà de manifester quand même. Pour montrer que tu t'es pas soumis. Si tu regardais l'impérialisme américain qui est un tigre en papier comme un colosse, bon, mais tu voyais que le colosse, il avait des bombes atomiques, il avait des bateaux, il avait des militaires, des soi-disant gars qui étaient entraînés à la guérilla et tout, des écoles de formation. Quand ils s'étaient chopés avec le peuple vietnamien, ils avaient des flèches. Et manque de peau, ils n'ont pas gagné. Le colosse, il a les pieds d'argile. Et pour le gouvernement, c'est ça. Si on considère le gouvernement en son ensemble avec une majorité définie aux élections, bien, si tu le prends sous cet aspect-là, bon, mais d'accord. Nous, on est minoritaires. On ne peut plus rien faire. On n'a qu'à rentrer sur soi et écouter la télévision tranquillement. Si par exemple, quand il y a eu les élections, De Gaulle il a dit, bon, moi, écoutez, vive la France, vive moi, quand vous êtes obligé de vous écraser, bon, mais si tu acceptes cette majorité, d'accord, tu es à l'égalité, puis tu acceptes ça. Puis tu attends les prochaines les élections, on te balance une autre carotte. Non, on te donnera une autre carotte, et puis on te tuera comme le bourricot. D'un côté, on te tire la carotte, et de l'autre côté, on te donne des coups de bâton. Ben, si tu veux jouer le bourricot toute ta vie, c'est ton droit. Si le patron, il dit, bon, vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à chercher du travail ailleurs, c'est pareil. Quand le patron il te dit à toi tu n'es pas content parce que tu es exploité et tout, et qu'il te répond comme ça, bon écoute, si tu n'es pas content, mais tu vas ailleurs, qu'est-ce que tu réponds? Tu manifestes ou tu t'en vas? Moi je manifeste. Et nous sommes actuellement, il me semble aujourd'hui, à quelque chose comme une étape. Et c'est là, je crois, le tournant où il nous faut garder, les uns et les autres, la tête froide. J'ai 15 ans de Citroën et 20 ans de syndicalisme. Et notre force au syndicat, c'est avant tout le nombre et la discipline. Et on voit aujourd'hui qu'on est des millions à faire élève dans tout le pays. Et cette discipline, au lieu de nous servir, elle nous désavantage. Moi, je suis un peu en dehors du coup, tu vois, c'est pour ça que je peux te parler. Tout le pays est en grève. Ça fait 10 millions de travailleurs. Nous, on est la force vive. Puisque c'est nous qu'on fabrique tout, on est les travailleurs, on fait marcher le pays. Ça, le patron, il en a conscience, t'inquiète pas. Il sait que notre force, c'est le travail et la discipline. Et puis nous, on récolte par-ci par-là 2, 3%, et il faut bien qu'il file des miettes. Et ça rate jamais. On va au boucher, au boulanger, à l'épicier, et là on voit que ça a augmenté de 2 à 3, et puis de 4 à 5 à 6%, et ça redémarre. Alors faut remettre ça. On repart à zéro. On revendique. Une fois c'est pour les prix, une autre fois pour des conneries, un corps au corset, l'autre qui marche pas dans les WC, ou alors pour la liberté syndicale. La liberté syndicale, ça vaudrait le coup. Mais elle sert à quoi? À discuter au grand jour de nos problèmes, c'est-à-dire qu'on pourra à l'intérieur de la tôle se réunir, mais pour dire quoi? Si la vie a augmenté, alors augmentez-nous, donnez-nous 2, 3, 4%. Tu vois, il y a un truc qui ne marche pas, parce qu'en 36, on n'était déjà pas prêt. En 45, on n'était pas prêt parce qu'il y avait les Américains sur le tas. En 58, on n'était toujours pas prêt parce qu'il fallait pas déconner, et l'Ouest, on savait pas où ça allait et tout le machin. En 68, on n'est toujours pas prêt parce que l'armée, parce que ceci, le rapport de force, et ça, le syndicat, il commence à être un tout petit peu trop vieux. Il n'est plus dans le coup. Ou alors, on est trop pris dans le système et il ne peut plus s'en dépatouiller. Il vous propose 7% d'augmentation, mais il faut déduire de ces 7% 1% qu'elle vous a déjà donné en mars, un autre % qu'elle comptait vous donner à la paye pendant la grève. Et camarades, il faut y soustraire aussi 5% que la direction vous a volé par la réduction d'horaire de 2 heures par semaine. Et pendant ce temps, pendant les 4 mois, le coût de la vie a augmenté. Aujourd'hui même, le lait augmente de 5 francs et le beurre, le fromage, tout cela va suivre. Voilà, camarades, la direction Citroën, comment elle entend s'occuper de vos intérêts. Tu vois, le mec qui vous filmait, il s'occupe du comité d'entreprise. Il n'est pas ouvrier ici, dans la tôle. Il est payé par le syndicat. Et le syndicat, c'est qui? C'est nous, donc c'est nous qu'on le paye. C'est un permanent, un délégué syndical. En principe,
Il est le porte-parole des ouvriers. Mais il donne surtout des consignes qui viennent d'en haut. Là, t'as les pontes, le parti. Nous, ici, on attend. On est la force d'appoint. Et ça fait 20 ans, 30 ans qu'on fait la troupe. On forme des cortèges, on défile dans les rues, les mains vides, la bouche pleine de slogans. Le gouvernement, il s'en tape le coquille parce que les flics, ils savent que le service d'ordre de la CGT, il est impeccable. Le long de l'avenue. Il y a un quart, allez jusqu'au quart. C'est fait exprès. Avancez, camarades, jusqu'au service d'ordre en haut. Alors, on nous fait gueuler, un grand coup, ça décontracte les mecs, tout le monde retourne chez soi, respire, puis tu comprends, c'est comme une marmite. Alors quand elle chauffe trop, on sent qu'elle va bouillir, alors là, il faut lâcher un peu de largue. Et ils se mettent à deux pour soulever le couvercle. Ça soulage tout le monde, on gueule pendant des heures, les journalistes sont là, on a notre photo dans les canards, et puis entre nous, le soir, après ou au boulot, on dit, t'as vu, on était 2000, 10 000, 100 000, et puis qu'est-ce que le patronat, il a eu dans les trous de nez, et puis après quoi? On revient dans la marmite, le couvercle qui se revisse sur nous, et puis nous, on n'a plus qu'à gueuler encore pour essayer de refaire péter 2, 3, 4, 5%. Tu vois la masse? Elle est là. D'un côté, la bourgeoisie, et le capitaliste qui tire sa richesse. De l'autre, il y a le syndicat qui maintient la discipline de classe et qui cherche sans cesse à se renforcer en adhésion, en cotisation. Comme ça, chacun se renforce de son côté, l'un en s'enrichissant, l'autre en augmentant ses effectifs. Et quand ils se rencontrent, ils sont en position de force pour discuter. La force du syndicat, la force pour ces délégués qui vont discuter avec les patrons, c'est que nous, on reste la troupe disciplinée qui est derrière eux. Alors depuis que je suis au syndicat, ça fait plus de 20 berges. Je vois ces délégués prendre toujours le même chemin. C'est la navette. Il part des ouvriers, il va au patron, le délégué, il revient et il nous fait son topo. Hier, la direction Citroën a reçu les délégués du personnel. Le camarade Pissard qui vous parle était présent à cette réunion en tant que représentant syndical CGT. Je me permets donc de vous donner les explications nécessaires. La direction... Tu vois, il y a des jeunes chez nous qui ont compris ce que les étudiants veulent faire. Frapper, s'attaquer en haut à la tête directement. Foutre par terre ces machines pourries où depuis des années tout le monde patauge. Et c'est ça que nous, vieux syndicalistes, on comprend pas et on veut pas comprendre. Eux, les jeunes, ils veulent que ça change. Il y a un mouvement formidable, 10 millions de grévistes, on tient le pays. On peut prendre le pouvoir, ce fameux pouvoir aux travailleurs. En haut, à l'état-major, ils continuent à mastiquer les mêmes mots, les mêmes slogans. Nos traitements, nos pensions, nos retraites, les miettes. Et depuis des années, les étudiants, ils demandent des facultés, des laboratoires. Maintenant, ils ont compris. Ils y vont carrément pour changer complètement la société. Alors là-dedans, il y a quelque chose de révolutionnaire. Mais la révolution, c'est pas avec les bureaucrates qu'on l'a fait. Tous ces syndicalistes, ils ont commencé sur un banc. Après, on leur a tendu une chaise. Maintenant, ils sont dans un fauteuil. Les notables en cravate. Dentro da fábrica, todos juntos, nós devemos todos discutir. Cada de nós tem uma observação a fazer, uma proposição a fazer. O combate que levamos não é o combate de só, ou de dois, ou de grupo determinado e reduzido de pessoas. O combate que levamos é combate de todos, sem discriminação de língua, de nacionalidades, de direitos ou de restrições de alguma espécie. Os portugueses vêm de país fascista. O que encontram hoje aqui é regime policial de repressão, mesmo ao nível do trabalho em cada dia no interior da fábrica. Pour l'ensemble de ces usines, Citroën emploie environ 25 000 ouvriers immigrés. Les Espagnols sont recrutés directement dans leur pays par des bureaux d'embauche.
Alors, le Portugais passe plus souvent en fraude, non, les gouvernements ne veulent pas le laisser partir. Les Algériens, eux, viennent directement sur des accords entre les gouvernements français et algériens. La main-d'œuvre étrangère est forcément plus docile que la main-d'œuvre française. Les moyens de pression sont multiples sur ces gens. Il leur faut des cartes de travail, des cartes de séjour. Ils sont souvent limités à 6 mois. Il faut qu'ils trouvent du logement. Les immigrés sont interdits de vote dans les entreprises. Ils n'ont aucun droit politique non plus dans aucun pays. Ils peuvent être refoulés à tout moment sous un prétexte politique. L'arrivée de ces immigrés en France, elle est nécessaire pour l'économie capitaliste. Et on pense, nous en France, que c'est un bienfait même pour ces gens, car on voit que dans leur pays, ils sont opprimés, ils n'ont rien, et on pense que c'est un bienfait pour eux, alors que c'est uniquement un bienfait pour l'économie capitaliste. Alors les immigrés sont employés souvent à des tâches définies, suivant leur nationalité. Par exemple, les Portugais, les Espagnols sont employés à la production, car ils savent lire en général, alors que les Algériens, eux, sont employés comme manœuvre. Pour le logement, une partie de ces immigrés sont logés dans les centres d'hébergement qui appartiennent au patron, centres d'hébergement de Citroën. Et alors ils sont logés là à plusieurs par piole, avec des lits superposés, ils vont travailler au coup de sonnette, c'est vraiment les casernes. Et une plus grande partie encore loge dans les bidonvilles. Malgré toutes les pressions qu'on fait sur eux, ils ont quand même pris une part active à la grève et on se doit de les aider à prendre conscience aussi des problèmes que nous avons en France. Car on rejoint la lutte des ouvriers dans tous les pays et le prolétariat est exploité de la même façon dans tous les pays. Pour 40 heures, c'est bien. Parce que maintenant, moi je travaille. Je fais 9h30 pour jour. Parce que moi je travaille en 6e, mais le chef, il le contre-met, tout ça, c'est des cons. Même parents que c'est gentil. Parce que toujours il merdait l'ouvrier, je ne sais pas pourquoi. Quand on n'est pas un bon jour, je fais, nous, là-dedans c'est comme un chien. C'est pareil. Un chien, il est plus de liberté que nous. Tu as fait la grève? Ah oui, j'ai fait la grève. Qu'est-ce que tu penses de la grève? Je pense que c'est bien pour nous donner d'alimentation parce que maintenant ils donnent de l'argent même pas pour manger. Ils gagnent 35 000 pour quinzaine. Ça c'est pas bien payé. On a demandé une augmentation de 15 000 francs par salaire, soit chaque mois. Le patron encore rien donné là-dessus. Il nous a donné que 1%. Au point de vue des agents de secteur, des flics Citroën, là-dessus, il veut les maintenir. Nous, on n'en veut plus de flics Citroën. C'est des gars qui suivent les gars et ils veulent les mettre à la porte, tout ça, les renvoyer dans leur pays. Alors ça, on n'en veut plus chez nous. Et la direction le maintient encore. 15 jours qu'on est en grève, il n'y a rien eu de fait. Alors, il ne faut pas écouter la radio, les journaux, la télévision, ça, il ne faut pas l'écouter. C'est pour le patron. Tout ça, c'est pour le patron. C'est Renaud. Et toi, ça fait 15 jours qu'on est en grève. Et le patron nous a encore rien donné. Continuer la lutte encore, venir dans les usines. Alors, il faudra justement continuer au maximum, amener le maximum de tes camarades à l'usine, justement nous aider un peu à renforcer toutes les grèves. Parce que mardi, ça va être assez difficile. Il faudrait expliquer pourquoi beaucoup de Français ne comprennent pas pourquoi il y a tant d'Espagnols en France, on dit les eux, alors qu'il y a du chômage en France. Tu pourrais expliquer, la masse, un projet de l'ouvrier, que si on envoie la main-d'œuvre étrangère, c'est pour telle ou telle raison. Les gens ne comprennent pas ça. Il laisse ce racisme à l'intérieur d'une usine, on l'expliquer. Alors c'est en réalité le gouvernement qui fait venir des gens pour en profiter. Voilà un papillon qui donne le stade
actuelle du protocole en ce qui concerne les augmentations pour les ouvriers. Il n'est pas complet, celui-là. Hein? Pas complet. Non, enfin, il donne la partie salaire. Hein. Je pensais que pour le moment, c'était celle qui vous intéressait essentiellement. Et ici, il y a la réponse que la direction a faite hier à certains de vos collègues du comité central de grève. Alors on rentre à l'intérieur et puis on donne des communications aux travailleurs. Ah, vous allez donner les vôtres, hein? Vous allez donner les vôtres. On va vous laisser donner les vôtres. C'est ça? Non, mais c'est uniquement ce que je suis venu préciser à ces messieurs les délégués, que vous avez donc votre forme d'information qui vous regarde et nous allons donner la nôtre. Et ce qu'on vous demande, c'est que la courtoisie règne comme elle a régné depuis le début. Hein. Vous êtes dans l'usine et c'est tant mieux pour vous, et nous, eh bien, nous nous trouvons à l'extérieur. Hein. Alors qu'il n'y ait pas, s'il vous plaît, d'invectives ou de choses comme ça, les agents de maîtrise sont là pour informer les gens de ce qu'a fait la direction. Encore là-dessus? Alors plutôt que de nous voir en se... Oui, je vous laisse. Hein. Plutôt que de nous voir en se demandant ce qu'on était venu faire là, j'ai tenu à vous informer. Parce qu'on a vu certaines scènes, avouez franchement, dégueulasses. Comment voulez-vous qu'on puisse discuter honnêtement avec des gens qui ont de telles pratiques? Là, pouvez-vous me répondre à cette question? Des pressions exercées par certains de vos flics auprès des ouvriers, surtout des ouvriers étrangers, hein, à qui on fait signer un papier, etc., à qui on va berner. On profite de la crédulité, même, on abuse de ces gens-là. Vous trouvez ça normal? Je vous ai dit qu'on souhaitait, nous, un vote secret. Un vote secret. Et à partir du moment où je vous ai dit ça, je considère que je vous ai dit tout ce que je pouvais vous dire de mieux. Nous souhaitons... C'est pas un vote. Ah oui, mais c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression. Il y a une loi qui doit sortir concernant l'amélioration du droit syndical. Vous le savez, le gouvernement s'est engagé à déposer un projet de loi là-dessus. Et la direction Citroën, dans son protocole d'accord, s'est engagée à respecter intégralement la loi qui sortira. Je peux vous dire que dans le protocole d'accord, elle s'est engagée intégralement à respecter ce protocole, c'est-à-dire la loi qui va sortir. C'est une loi qui est votée faite par un gouvernement, une majorité gaulliste, qui va dans votre sens. Alors là, d'accord. Bon, d'autre part, quand vous parlez d'amélioration, moi je vous dis pourquoi il n'y avait pas une section syndicale chez Citroën depuis, mettons, 10, 15, 20 ans. Pourquoi? Je crois, entre nous, soit dit qu'il en existe par exemple chez Renault. Hein. Les gens là-bas sont très très satisfaits, ils trouvent que c'est très très bien et que chez Citroën, il y a des élections, il y a des délégués, il y a des syndicats. Oui, les élections, quel genre de syndicat? La Gestapo. Actuellement, sur le trottoir, nous faisons le jeu de la direction. C'est ce qu'ils veulent. Une minute, mon pote. Ils veulent qu'on reste ici pour prendre le numéro de carte de service. On est assez grands nous-mêmes pour prendre nos décisions. Qu'est-ce que vous avez voté? Au premier tour, quelle pression on a exercé sur les ouvriers quand ils ont été pour voter? Nos décisions, nous les prenons dans l'usine. Camarada, aquí en la calle estamos haciendo juego de agresión. Están tomando los números de matrícula de cada cual de vosotros. Moi, on m'a pas fait de pression. Moi, mais sur les émigrés, quelle pression on leur a fait pour aller voter? Franchement, sincèrement. Sincèrement. Je lui demande s'il a pu choisir ou non son bulletin librement sur une table. Non mais... Est-ce que tout le monde... Il peut répondre. Moi, français, j'ai pu peut-être le faire, mais les émigrés ont-ils pu le faire? Sincèrement, la pression qu'on a fait sur eux. La direction a profité de la paix pour faire signer aux gens, ils ont distribué aux gens des feuilles à signer, et comme titre, il y a nom du gréviste, monsieur tel, et lui, il signe ce papier sans être conscient, sans rien du tout. Quand vous prenez une paye, quand on vous donne de l'argent, il faut bien que vous en signiez un reçu. Oui. Bon. Si vous savez, quand on vous donne votre paye, vous avez deux petites fiches l'une sur l'autre. Nous sommes allés ce matin tous les deux à Javel. Monsieur Rabourdin a donc signé à leur place. Et aujourd'hui, en donnant l'argent aux personnes, on leur donne dans une petite enveloppe. Et pour qu'il y en ait quand même qu'on soit sûr, parce qu'on n'ait pas regardé nous l'argent, on fait signer ces gens sur l'enveloppe. On a trouvé un des délégués ici, et on l'a obligé hier de brûler tout devant tout le monde. Et ça a été la preuve de direction. Mais la direction... Comment ça se fait que d'un seul coup, c'est dit le syndicat est absolument approuvé
Le syndicat libre est approuvé par la maîtrise. Ils te font un baratin, un monstre, ils te font une propagande, ils interdisent les mecs d'aller voter, ils leur font voir les listes libres, ils leur disent votez ça, etc. Il y a quand même, il y a un non-sens, il y a un truc, il y a un sac au départ, quoi. C'est-à-dire que, moi j'estime que chacun gouverne de côté de son côté, ton côté c'est le patron. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas directement pour le patron. Ah non, pas directement. C'est encore plus coton. Non, je ne pas coton. Quand tu dis aux mecs, faut pas aller voter, faut pas faire ci, tu joues le rôle de flic dans l'usine. Mais si, vous jouez le rôle de flic. Parce qu'un jour, mais non, attends, un jour tu travailles dans un atelier, après tu vas aller faire de la peinture là-bas. Tu le fais ton boni, alors ta journée, toi, tu la payes. Eh ben alors, bon, ben alors. Payer comme les autres. Eh ben c'est pas normal. T'as le droit de te déplacer, on te met pas de flic derrière. Ah non, c'est tranquille, c'est bonheur, c'est vachement pénal. Non, négatif. Dans toutes les libertés syndicales, on te la favorise. N'importe qui n'a pas le droit de se promener comme il veut dans une J'en ai vu des placés. Mais t'es dans l'usine comme moi. Ouais, et puis moi je me balade pas mal, et puis crois-moi que les libres ils se baladent encore plus que moi, hein. Bon, en tous les cas, moi j'ai pas pu me balader comme je voulais. Sur 8 heures de travail. Écoute-moi. Qu'est-ce que tu faisais signer au sud là-bas? Écoute un peu. Les petits papiers, t'en as encore dans ta poche, là, bon pour reprendre le travail. C'est du syndicalisme ça ou c'est du J'ai pro-patron? pas fouillé, j'ai aucun papier sur moi, mais même quand je suis arrivé ici, je n'ai absolument aucun. Je n'ai jamais eu un papier. Ben écoute mon garçon, je retiens que tu veux manger un 3/4 d'heure et on posera la question au retour. Il a une main comme ça fait un an, il ne retrouve pas de travail. Chez Citroën, il a foutu à la porte parce qu'il allait faire sa journée. Comme vous voyez, c'est un cap, la grande. Il ne travaille pas un an. Quand c'est la raison que chez Citroën, il a foutu à la porte pour plus n'avoir fait sa journée. Pour prendre la carte, il était obligé un cœur. C'est un cap, la grande. Si vous avez dit que prendre la carte à la sortie, ils l'ont fermé dans le bureau de... Les réglages, il est là, il pouvait servir. Mais non, mais... Je vous dis que je n'ai jamais vu chez Citroën mettre quelqu'un à la porte qui était handicapé physique. Montre là le certificat. Il a des papiers qu'on l'ont foutu à la porte. Vous savez vérifier. Vous savez vérifier. Dans quelle équipe il travaille? Avec qui il travaille? Il a travaillé, je sais pas qui. Quel était son chef? Mais si, mais dites-moi. Qui c'est son chef? Je connais son contrat. Vous savez. Quel était son chef? Son chef, il est ce contrat, comment il est là? Je le peux chercher parce qu'il le connaît. Beauvais, c'est le contramètre? Là, c'est vos Le réglon, c'est Beauvais. J'ai travaillé avec ce monsieur pendant 3 ans. Il était son régleur. Mais quel est le chef d'équipe? Attendez, dites-moi quel est le chef d'équipe. Et quel est le contremaître? Monsieur Chaussivert. Enfin, maintenant, c'est monsieur Chaussivert. À ce moment-là, c'était monsieur Durieux. Monsieur Durieux. C'était où? Au bâtiment F2, à la 5611, pour les 5. Eh ben écoutez, on regardera ce qui s'est passé avec Durieux. ¿Para qué os pide el número? ¿Para qué os pide el apellido y el nombre? Para luego tomar medidas, porque hoy no estáis trabajando. Ahora si estamos dentro de la fábrica no ocurre nada, porque dentro de la fábrica tenemos la fuerza. Dans l'usine, camarades, dans l'usine. C'est nous qui opposons nos conditions. Et qui viennent prendre le numéro dans l'usine, s'ils veulent. Son doigt l'a handicapé sérieusement pour pouvoir mettre les pièces sur cette machine, parce que les pièces sont très difficiles à mettre, et avec le doigt qu'il avait, je reconnais qu'il était très difficile de pouvoir mettre les pièces sur la machine, dans des conditions, dans les meilleures conditions possibles. Il ne pouvait pas faire le bonus. Pourquoi on lui a mis plusieurs avertissements? Il est vraisemblable qu'il y avait des travaux possibles pour ce garçon-là. Par conséquent, il y a... On ne lui a pas donné il y a ces quelque travaux. chose, on cite des cas particuliers, il y a des éléments qui m'échappent. La maison Citroën ne s'occupe pas du tout des cas personnels, il ne faut pas oublier que c'est des... On est un troupeau ici, ne pas l'oublier. Bon, écoutez, si la question... Il a plaisir des cas particuliers, monsieur. Oh ben il y a un cas sur 100 qui est étudié, c'est tout. Il a un cas sur 100, non, il a 90 sur 100. Il y a des arguments qui vous gênent et ces arguments-là, eh bien, je suis content de pouvoir vous les exprimer. Vous leur faites pas déjà? Hein? Vous leur en faites à la presse, à la radio, vous leur en faites partout, ces Vous arguments. savez, Alors vous voulez déjà encore non, mais venir vous ici, savez leur en mieux que faire? moi, vous savez mieux que moi que la presse est d'une manière générale, et puis c'est pas un reproche, c'est une constatation. La presse est d'une... Non, ne croyez pas ça. Moi, je vous dirais que c'est l'inverse. La presse est plutôt d'une manière générale orientée en France contre le... Enfin, ça n'a pas d'importance. Hein. Je dis que pour le moment, cette presse a une certaine forme d'orientation. Hein. On doit rentrer dans notre usine, les gars, quoi. Ils sont en train de prendre le numéro de carte de service des immigrés, là. Pourquoi? On les a pas vus dans ces jours-ci, non? Alors, restons dans l'usine et qu'ils viennent discuter dans l'usine avec nous, s'ils veulent.
mais pas sur le trottoir. Ils sont en train de nous diviser, les gars. Allez-y, les camarades, alors. كل الناس لابد أن تتعذر وخاصة الإخوة العرب هنا لابد أن يدخلوا إلى الداخل ويقرروا. كل الأخوة مطلوب منهم الدخول إلى الداخل المعمل. Vraiment, j'étais bouché. Ça, c'est-à-dire, c'est ce que t'appelles, quoi, jusqu'à maintenant, quoi. J'étais bouché. Ouais. Je suis pas le seul à l'avoir. Alors maintenant, tu es entièrement avec Ah, mais je suis entièrement d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord pour la revendication auquel cas vous cherchez actuellement. Oui. Bon, alors tu reconnais quand même. Je reconnais sincèrement que j'étais véritablement bouché. Hein, et j'en suis honteux de le dire, mais enfin, je n'ai pas honte parce qu'il faut que je le dise. Mais c'est vrai, j'étais bouché et au fond, j'étais trompé. Oui, nous voulons rappeler les résultats du vote à bulletin secret qui s'est déroulé au Palais des Sports de la Porte de Versailles jeudi et vendredi dernier. Ce vote a donné les résultats suivants. Se sont prononcés pour la reprise du travail. Vous êtes priés tous de rentrer dans l'usine et s'il y aura quelque chose à prendre, une décision à prendre, ce sera dans l'usine même. À l'usine, 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 à l'usine. Ceux qui veulent reprendre le travail viennent sur le terrain vague, s'il vous plaît. On est rentré, enfin je sais pas, 10 ou 15, et on a gueulé, cette trahison, etc. Enfin, voter pour la reprise du travail, etc. Et alors que les mecs, ils ont mis 2 ou 3 bulletins, enfin, non, on a fait la reprise du travail, dans l'urne, tu vois, non, le vote,
c'est pas valable si on est par là. Mais la décision était déjà faite, étant donné que la signature était faite au comité central de grève, la CGT avait déjà signé les accords. Donc il voulait faire voter le samedi pour reprendre le travail le plus vite possible, parce que ça ne servait plus à rien de faire grève. Ils auraient fait des jours de grève pour rien. Et ça, ils ne l'ont pas dit sur le coup, ils n'ont pas dit que c'était fini. On l'a expliqué après. Il a repris du travail pendant 8 jours, la CGT n'a pas donné, ils ont donné un tract d'ébattage de ce qu'on avait obtenu. Ils ont donné un tract pour tout le monde, parce que comme il y avait 500 participants à la grève, ils ont donné 3000 tracts, si tu veux, pour dire, c'est bon, ce qu'on avait obtenu. On avait obtenu ceci, cela. Bon. Et pendant 8 jours, tu n'as pas eu un tract, tu vois, une mobilisation, tu n'as rien du tout, tu vois. Et 8 premiers jours d'article. Il n'y a rien eu. Et après, tu t'es départ en vacances. C'est le problème de récupération du jour de grève aussi. Et d'abord, la CGT elle a donné un tract, non à la récupération, tu vois. Et 15 jours après, il donnait un tract, pourquoi il fallait récupérer, tu vois. On a repris le travail et à ce moment-là, la direction chez Citroën nous a tous isolés. Lui, il était enfermé dans un truc. Moi, j'étais au 3e étage. J'étais suivi partout. Si j'allais boire un café, il y avait toujours un type derrière moi. Dans un atelier, j'avais un mec derrière moi en permanence. Et le mec, il me suivait. Si je discutais avec quelqu'un, le mec, il devait le rapporter au chef d'atelier. Tout ce que je faisais, c'était rapporter. Puis j'avais pas le droit de quitter l'atelier. La journée, je devais être un peu fatigué, tu vois. Ça a duré pendant 3 mois comme ça, tu vois. Puis j'étais convoqué là-haut, je rentre dans le bureau, le mec il dit, vous êtes licencié. Ah, je dis, putain, il m'a dit, il dit, personne n'est plus ouvert à Nanterre. C'est indésirable, etc. Vous êtes licencié. Je fais plus partie du personnel. Je suis engueulé, je te dis non, tu vois. Je suis énervé, c'est normal. Je suis engueulé, je te dis non, puis je suis parti. Et le lendemain, après, justement, ils ont dit, à la CGT, ils n'ont pas du tout raconté le même truc. Il avait été licencié parce qu'il avait été grossier avec les administrateurs et tout. Alors, il a été grossier, mais une fois qu'il avait été licencié. Quand je suis parti de chez Citroën, la direction était contente que je parte, et la CGT également, encore plus peut-être. Salut à vous, femmes et hommes de chez Citroën, qui avez obtenu dans ce combat votre dignité de travailleur et qui obtiendrez vos revendications. Nous vous appelons à adhérer massivement à notre syndicat. Vous tous, chers camarades, quelle que soit votre philosophie, votre religion, vos opinions, votre pays d'origine, vous avez votre place, toutes et toutes, dans la CGT. Et je suis persuadé qu'en adhérant massivement, en répondant à l'appel, comme l'ont déjà fait en France, des centaines de milliers de travailleurs, Citroën pliera le genou, les patrons plieront le genou, et le combat entamé aujourd'hui, nous le conduirons jusqu'au succès. Avant la grève, tu avais 30 mecs à la CGT. Pendant la grève, il y avait 50 cartes de vendu. Et après la grève, il y avait plus de 100 mecs à la CGT. Ça met, il y a de leurs cartes. Peut-être que les mecs, il y avait 400 mecs qui avaient déchiré leurs cartes. Tu t'es aperçu, tu prenais du mois de mai, on a fait un mois de grève pour une masse. Quand un mouvement de masse se produit, comme c'était le cas en mois de mai, il y a un certain nombre de sympathies qui vont vers le syndicat représentant les intérêts de la classe ouvrière. On sait très bien que s'il y a une spontanéité de la part des ouvriers vers le socialisme, on sait très bien que cette spontanéité tombera si on ne lui donne pas une éducation politique. Parce que ce qu'il y a de positif dans un mouvement révolutionnaire, c'est cette révolte qui se traduit par des faits. Et le parti d'avant-garde doit profiter de cette révolte pour éduquer la classe ouvrière, pour lui donner les éléments minimums qui lui permettront de comprendre mieux la situation. Le fait que 400 éléments foutent le camp d'un parti, on ne peut pas leur rejeter la faute. S'ils sont partis, c'est parce qu'ils n'ont pas, dans le syndicat où ils ont adhéré, trouvé des éléments politiques qui leur permettent d'avancer plus loin. Le parti dit comme ça que la classe ouvrière est majeure et qu'elle est capable de sortir de son cadre. Seulement, on se demande si le fait que les ouvriers se mettent en grève et luttent pour leurs 40 heures, ça débouchera sur l'émancipation de la classe ouvrière. On dit que la classe ouvrière débouchera sur le socialisme, il n'y aura plus d'exploitation de l'homme par l'homme. Ça, on le lit dans le journal. C'est vrai, on ne peut pas dire que c'est pas marqué dans le journal. Seulement, si pendant les mouvements de grève, on voit par exemple dans les usines occupées, des films de cow-boys, de discours pondus par le haut et modifiés en cours de route,
On ne voit pas comment la classe ouvrière pourra s'informer des principes du marxisme-léninisme. Est-ce que le principe marxisme-léninisme, c'est quelque chose qui est né dans la conscience des gens, en naissant, et que par la suite, tous les problèmes se sont compris comme ça? Est-ce qu'il est suffisant à l'ouvrier de travailler pour comprendre tous les phénomènes qui se passent dans une société? Alors justement, pourquoi ce travail-là n'est pas fait? Pourquoi on refuse aux étudiants de venir discuter avec les ouvriers? Pendant le mois de mai, les étudiants qui sont allés au port des usines, on les a traités de gauchistes et tout, on a fait pas mal de propagande. C'est vrai d'ailleurs que les étudiants n'étaient pas l'avant-garde du prolétariat. Mais pourquoi les empêcher? Pourquoi empêcher les ouvriers de discuter avec ces étudiants? C'est-à-dire que les étudiants ont leurs revendications, mais nous on a les nôtres. Je ne sais pas, demandez-le à Segui. C'est l'opinion personnelle maintenant. Nous, c'est la nôtre. Il y a peu de temps qu'on le connaît, c'est vrai. Tandis que Segui, il y a longtemps qu'on le connaît. Segui, c'est un gars qu'on peut lui faire confiance. Si par exemple on veut lutter contre les gauchistes, il faut donner des éléments politiques à l'ouvrier pour qu'il puisse discuter. Il ne suffit pas simplement de dire l'ouvrier, oui, il est exploité, il sait ce qu'il a à faire, pour croire que l'ouvrier, comme ça, il va comprendre tous les problèmes. Pourquoi employer les méthodes fascistes qui consistent à leur taper dessus plutôt qu'à résoudre les problèmes politiquement? Comment peut-on résoudre les problèmes politiques en tapant sur la gueule des mecs? Si idéologiquement il faut combattre les gauchistes, il faut les combattre sur le plan politique et non pas sur le plan physique. Celui qui n'a pas eu conscience qu'il était possible de créer une autre société. Et lorsqu'on lui dit, vous voyez, vous allez ruiner la société de Calais, on va tomber à zéro. Celui qui n'a jamais étudié, on ne lui a jamais expliqué qu'il pouvait avoir une société qui n'est non plus basée sur ce capitalisme, sur ce profit, ben, il aura peur. Puis il dira non, il faut arrêter tout de suite pour apprendre le travail, et apprendre le travail, puisqu'il n'y aura personne pour lui expliquer. Si on ne fait pas de politique dans la CGT, le type il va rentrer à la CGT pour faire sa revendication, à partir du moment où on va lui dire tu risques de foutre l'économie par terre, lui il aura pu faire grève. On ne lui a pas expliqué vraiment ce que. Oui, c'est-à-dire que le fond du problème, c'est de dire bon, ben, on va faire une grève économique dans laquelle on obtiendra une augmentation de salaire. Et le fond politique de l'affaire, c'est de dire bon, mais voilà, je suis exploité par le patron, je vais me faire augmenter, je serai peut-être un peu moins exploité. Mais le fond, c'est qu'on sera toujours exploité quand même. Alors comment justement transposer cette lutte économique qui est parfois nécessaire pour mener un mouvement révolutionnaire, la transformer en une prise de conscience politique qui permet justement de ne pas continuer à se faire exploiter, mais une marchandise qui se vendra continuellement. Alors justement, puisque la CGT n'a pas l'air de remplir ces conditions, comment peut-on trouver la solution à ce problème-là? On n'a pas quelqu'un, vous voyez, la lutte de classe, à partir du moment où il fait grève pour avoir fait 40 heures, mais quand on est passant de la pommade, on lui fait comprendre que dans les médias c'est pas possible parce que le gouvernement a une crise économique grave, on ne peut pas, mais bien sûr, s'il n'a pas des notions sur une autre société, il va se laisser prendre à ce jeu, et puis il va reprendre en étant moins catégorique sur ses exigences. Seulement voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une nation, l'existence de l'État prouve que les antagonismes de classe sont inconciliables. C'est précisément sur ce point essentiel et capital que commence la déformation du marxisme. Marx dit « L'État est un organisme de domination de classe, un organisme d'oppression d'une classe par une autre. On le voit avec les détachements armés, les prisons, les CRS, qui sont, si tu aimes mieux, le rempart qui protège cet État. Les politiciens petits bourgeois disent « L'ordre est précisément la conciliation des classes, et non l'oppression d'une classe par une autre. Modérer le conflit, c'est concilier, enlever aux classes opprimées certains moyens et procédés de lutte pour renverser les oppresseurs. Il n'y a que deux classes, la classe des oppresseurs, les capitalistes, et la classe des opprimés, les prolétaires. Toute position politique qui ne sert pas une classe, sert l'autre. Toute opposition conciliatrice de conflit de classe fait le jeu de la classe des oppresseurs et doit être combattue et anéantie comme telle. Ce que je te dis pour Citroën à l'échelon national, tu le retrouves au Vietnam. Au Vietnam, les agresseurs, c'est l'impérialisme américain, et les agressés, le peuple vietnamien. Là-bas aussi, entre les deux, il y a les conciliateurs.
Les Vietnamiens ont à combattre sur deux fronts. D'un côté, la lutte implacable contre l'impérialisme, et de l'autre, le front de ceux qui, en tant que conciliateurs, prônent la voie pacifiste pour parvenir à une paix honorable. Qu'est-ce que la paix honorable? À qui sert cette paix honorable? Pourquoi cherche-t-on à ménager l'agresseur? Est-ce que le travailleur de Citroën doit, quand il est exploité chaque jour, ménager son patron, le capitalisme, qui tire sa richesse du produit de son travail et qui l'oppresse sans merci, et accepter, quand il entre en lutte contre le patronat, une paix honorable que les conciliateurs lui ont arrangée? Le rôle de conciliateur consiste à faire la navette entre la révolte de la base et l'intransigeance du patronat. Dans la période de la lutte contre le patronat, contre la bourgeoisie, l'appui social le plus dangereux est le révisionnisme. Il est naturel que les principaux coups soient portés contre ce courant, contre cette ligne politique. Car sans isoler le révisionnisme, on ne peut compter sur la rupture entre les travailleurs et la bourgeoisie. Et sans assurer cette rupture, on ne pourra compter sur la victoire de la Révolution. On reprend les manivelles et c'est terminé, quoi. Il va encore falloir les informer. C'est là, je crois, le point essentiel qu'il faut leur dire que dans 6 mois, c'est malheureux à dire, mais on sera obligé de recommencer si on s'arrête là. En avant,